Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de suivre l'actualité sur Business 24 Africa. À présent, les titres de l'actualité. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a renouvelé ses instances dirigeantes. Un nouveau président a été élu pour présider la destinée de l'Église. Le directeur de l'Office aide à la commercialisation des produits vivriers s'est exprimé sur la sécurité alimentaire à l'occasion des grands rendez-vous d'Abidjan Économie et un échauffouré entre les syndiqués et des hommes en armes au siège de la MACDA ce matin au plateau. Que s'est-il réellement passé? Des précisions dans un court instant. Entamons ce journal avec de la religion. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a procédé à la faveur des assises de la conférence extraordinaire du 15 mars 2025 au renouvellement de ses instances dirigeantes. Ainsi, un nouveau président a été élu pour présider à la destinée de l'Église. Avec lui, une nouvelle présidente nationale des laïcs a été élue. Ces deux personnes ont officiellement pris fonction par leur investiture et installation ce dimanche 18 mai 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Notre reporter Philippe Zabo a assisté à cette cérémonie. Suivons ensemble son compte-rendu. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux, dit la Bible. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire vient d'accueillir en son sein deux nouveaux ouvriers. Le premier, Séraphin Moudé, a prêté serment comme deuxième bishop et sixième président de l'Église, succédant au bishop Benjamin Boni, en poste depuis 27 ans. Son prédécesseur lui a remis les attributs de sa charge dans un moment solennel. Puis, le nouveau bishop a installé Simone Assa Ako comme présidente nationale des laïcs, renforçant ainsi la structure de gouvernance de l'Église. Après son investiture, le discours du président fraîchement élu s'est axé sur le renouvellement des instances de l'Église et la paix en Côte d'Ivoire. D'abord, il faut que je vous dise que je ne peux pas décrire la joie qui m'anime aujourd'hui. Maintenant, ce qui concerne les défis, c'est ce que j'ai énuméré, c'est les états généraux à venir. Il faut forcément passer par là, faire l'état des lieux, puis prendre des décisions après. Il nous faut voir les dysfonctionnements, apporter des actions correctives et puis voir ce que nous pouvons faire sur les 4 ans. Dieu nous a fait la grâce d'être un pays ouvert. Et nous avons des frères et des sœurs qui font l'amitié de vivre avec nous. Donc je pense qu'il nous faut travailler dans ce sens. Considérer l'autre comme au-dessus de nous-mêmes, aimer l'autre, aimer son prochain, partager ce qu'on a de bon et de meilleur ensemble, et puis faire de telle sorte qu'il n'y ait pas de moments de tension, de division. Si nous voulons une Côte d'Ivoire vraiment encore meilleure, je pense qu'il faut aller dans le sens de la paix. À l'occasion de cette cérémonie, le stade Félix Houphouët-Boigny s'est transformé en méga church où hommes politiques et représentants d'autres confessions sont venus soutenir l'Église méthodiste. C'est un moment exceptionnel de cohésion et de fraternité, mais surtout un moment d'adoration, parce que c'est Dieu qui choisit les hommes pour diriger les autres hommes. Nous devons prier pour lui et nous devons prier pour tous les croyants, afin que ce pays soit un pays béni, honoré et admiré. Prôner la paix, l'amour, la tolérance, la miséricorde, c'est là la mission de l'homme, un homme de Dieu. On lance donc cet appel à tous les gouvernants, à tous les chefs, à toutes les nations, à tous les pays, à tout le monde, d'œuvrer dans le sens de la paix. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'unité entre nous. L'unité qui va faire la force. Donc nous invitons d'être unis dans notre pays en Côte d'Ivoire. À la fin de la cérémonie, le Premier ministre a offert au nom du président de la République la somme de 20 millions à l'Église et un nouveau véhicule au bishop Séraphin Moudé. Du nouveau dans le secteur de la téléphonie mobile, Itel a procédé à la présentation de son tout dernier bijou technologique en matière de téléphonie. Il s'agit de la série City avec en premier le modèle City 100. Cette nouvelle gamme est conçue pour une nouvelle génération d'utilisateurs jeunes, expressifs et curieux de technologie. Il redéfinit les attentes en matière de smartphone économique en intégrant à la fois des fonctions ludiques et des performances dans un design qui allie élégance et intelligence artificielle améliorée. Amusant mais puissant, c'est le nouveau cri de ralliement à la présentation du nouveau joyau de la marque Itel. Et c'est l'espace Cosmos de Yopougon, commune de la joie avec sa sympathique population, qui a été le premier servi. Dénommé City 100, ce smartphone se veut un compagnon de vie pour les jeunes branchés.
Doté d'un corps unibody de 7,65 mm, il offre une esthétique fluide et élégante. Contrairement au téléphone économique traditionnel, il a un écran ultra plat qui s'intègre parfaitement au cadre. Ce design raffiné garantit le confort et s'adapte aux longues sessions de navigation. Selon Koulibaly Draman, responsable à la communication Itel Côte d'Ivoire, son châssis a été testé contre les chutes de 1,5 m, démontrant sa résilience même dans des conditions difficiles. Itel City 100 est un téléphone révolutionnaire, voilà, parce que c'est une nouvelle gamme, si on peut le dire ainsi, de la marque Itel. Donc ce téléphone, il vient avec une grande capacité de mémoire, donc de 256 Go et de 12 Go de RAM. Voilà pour ce qui est donc du premier modèle. Voilà pour ce qui est du deuxième modèle, nous avons un téléphone de 128 Go de mémoire ROM et de 12 Go également de mémoire RAM. Donc ce qui fait du téléphone un téléphone de grande capacité en termes de RAM, de grande capacité aussi en termes de mémoire, ce qui donne la possibilité à l'utilisateur de pouvoir donc sauvegarder tout ce qu'il veut. Et c'est ce dont nous avons besoin. Le rapport qualité-prix, il faut dire, comme je le disais tantôt, c'est un téléphone qui est dans une nouvelle gamme. Et dans cette gamme, et comparativement au même modèle sur le marché, il est le téléphone le plus abordable. L'une des fonctionnalités à fasciner les acteurs de la revente de smartphones est l'IA. Et le City 100 semble relever ce défi. Les utilisateurs pourront transformer des tests en fond d'écran personnalisés ou styliser leurs images préférées grâce à la créativité de l'intelligence artificielle, tout en profitant des divers services fournis par l'assistant IA, tels que la recherche IA pour les achats ou l'aide, la traduction instantanée et la conversion d'images test. Un topo attendu par les revendeurs venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire. Le prix, c'est vraiment l'appareil, c'est fait même pour que ça soit à la portée de tout le monde. Ça n'a rien à voir aux grandes marques que vous connaissez, que vous voyez sur le terrain. Et Itel, c'est l'innovation. Itel, c'est se mettre à jour à tout moment. Itel, c'est le futur. Première version de la série City d'Itel, City 100 est conçu pour les jeunes gens aventureux, expressifs et connectés qui considèrent la technologie non seulement comme un outil, mais aussi comme un mode de vie. Elle constitue le moteur de l'économie ivoirienne, mais peine encore à se structurer. Plus de 70% des petites et moyennes entreprises évoluent dans l'informel, avec un accès difficile au financement et au marché public. Comment mieux accompagner ces entreprises essentielles au développement? C'est la question au cœur du forum AIP de ce vendredi dernier qui a reçu pour l'occasion le président du conseil d'administration de la Fédération ivoirienne des PME, Dr Kaningui Ouattara, dans ses locaux à Abidjan Plateau. Il a appelé à une meilleure organisation du secteur. Nous témoigne Générosa Kwadio. Elle représente 98% du tissu entrepreneurial ivoirien, mais peine encore à accéder au financement. Faute de structuration, beaucoup de PME évoluent dans l'informel, freinant ainsi leur développement. À l'invitation de l'agence ivoirienne de presse, le président de la FIPME a exhorté lors du forum AIP à une meilleure organisation du secteur. Pour nous, c'est de faire en sorte que la PME soit structurée et que lorsqu'elle va plutôt devant un établissement financier ou une banque, il puisse vraiment donc lever son financement sans faire pitié, sans venir donc raser les murs. C'est ça effectivement donc notre objectif. Et deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est de lutter, et on le fait déjà si bien avec la CGC, la Chambre de commerce et les autres organisations, pour permettre à ce qu'il y ait une amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Quand nous parlons du climat des affaires, c'est de permettre bien sûr donc de lutter contre la corruption, c'est de pouvoir mettre en place des systèmes fiscaux avantageux, et de même au niveau donc, des charges sociales, tout ça avantageuses pour notre pays. Entre lourdeur administrative, garanties exigées et méconnaissance des dispositifs existants, les PME ivoiriennes peinent à franchir les portes des banques. Le forum AIP se veut un cadre d'échange pour proposer des solutions adaptées aux réalités du terrain. Partout où chacun de nous, en tant qu'organe de presse et en tant que journaliste, nous passons, on parle de difficultés d'accès au financement. Il fallait que l'expert en la matière puisse venir nous égayer amplement sur les difficultés, mais aussi les solutions qu'il propose pour que les entreprises puissent
avoir accès à des financements. Avec près de 70% des PME encore dans l'informel, la structuration reste une priorité. C'est aussi le combat de la FIPME. Le premier numéro des grands rendez-vous d'Abidjan Économie s'est tenu récemment à la Maison de la Presse au Plateau. Au centre de la rencontre, la conférence sur la sécurité alimentaire, animée par Nyeng Adou Bernard, directeur général de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Cette conférence a porté sur la sécurité alimentaire. Des détails supplémentaires avec Alani Toua. Sécurité alimentaire et transition digitale. Quelle contribution de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers? Ce sujet était au centre de ce premier numéro des grands rendez-vous d'Abidjan Économie. Cette plateforme a permis au directeur de l'OCPV, Nyeng Adou Bernard, de faire le point de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Selon lui, le programme national d'investissement agricole est un succès. Il a permis de doubler la production vivrière entre 2011 et 2024, atteignant 24 millions de tonnes. En termes perspectives, le directeur général de l'OCPV a présenté l'initiative innovante de la plateforme numérique e-grenier prévue pour se déployer d'ici fin 2025. Pour assurer donc, si vous voulez, l'acheminement des produits depuis les zones de production jusque dans les marchés, on a besoin d'abord d'assurer la collecte et le groupage de ces produits-là dans des sites que nous appelons des marchés de proximité. Donc l'État construit des marchés de proximité, bien sûr à travers l'OCPV. Et donc c'est dans ces marchés que d'abord nous faisons donc, le regroupement de ces produits. Ensuite, nous veillons à ce que ces produits-là soient transportés dans de bonnes conditions jusque dans les marchés de consommation. Elle constitue une étape clé dans la lutte contre la vie chère et l'agriculture digitale. Au regard des échanges fructueux, l'organisateur de la rencontre des grands rendez-vous d'Abidjan Économie, Rodrigue Kofi, se dit satisfait. Un sujet crucial pour notre avenir, car la sécurité alimentaire demeure une priorité nationale. Grâce à l'expertise de M. Adou, nous espérons mieux comprendre les stratégies et les actions concrètes mises en œuvre par l'OCPV pour renforcer la résilience de notre agriculture et assurer un approvisionnement alimentaire stable et durable. Il faut noter que le prochain rendez-vous d'Abidjan Économie est prévu en juin 2025 et portera sur la transition énergétique et la croissance inclusive. La succession des entreprises familiales reste un défi majeur en Afrique. Et pour y répondre, la première édition du Forum Interafrique du Family Business, de la gestion de fortune et du patrimoine s'est tenue à Abidjan. Organisé par Gabriel Wealth Management, ce forum a réuni des experts et familles d'entrepreneurs venus de plusieurs pays. L'objectif étant de proposer des solutions concrètes pour assurer la croissance et la transmission des entreprises familiales. Généreuse Aquadio. Préparer la relève, anticiper les conflits, structurer l'avenir. Ce sont quelques-uns des conseils partagés par les panélistes du Forum Interafrique du Family Business, de la gestion de fortune et du patrimoine, FIAGEF. Un forum qui s'est intéressé à la vision 2030 pour garantir la pérennité des entreprises familiales. On a beaucoup d'entreprises familiales qui opèrent dans l'informel. Donc il faut essayer de les faire sortir de l'informel pour que vraiment ces entreprises-là puissent être bien structurées. Deux masterclass ont aussi enrichi les échanges. L'une sur la gestion du patrimoine comme catalyseur de croissance, l'autre sur la transmission transgénérationnelle avec un accent mis sur la durabilité et l'inclusion financière. C'est important de pouvoir sensibiliser notre écosystème, sensibiliser nos entrepreneurs sur ces sujets de succession, de gestion de patrimoine. Nous avons des sociétés parfois dans d'autres horizons qui sont à la 5e, 6e génération et beaucoup moins en Afrique. Donc il est important que nous puissions, à l'instar de ce qui se fait partout, avoir cette culture-là. Derrière cette initiative, Gabriel Wealth Management, dirigé par Orphée Monet Kébé, en partenariat avec sa fondation. Une première édition qui entend devenir un rendez-vous annuel. Parce que pour nous, le tissu économique de nos États
de nos entreprises dans cette zone-là est basé sur les entreprises familiales, sur aussi les PME. Et il faut les soutenir, il faut les accompagner sur une problématique clé qui est celle de la pérennité, de la transmission. Une fois qu'on passe du fondateur à la première génération, qu'en est-il de la première à la deuxième génération, de la deuxième à la troisième? Le défi est lancé. Faire des entreprises familiales africaines des modèles durables, génération après génération. Ce forum a réuni familles d'entrepreneurs, gestionnaires de fortune et experts venus de plusieurs pays d'Afrique francophone, avec pour un seul objectif, poser les bases d'un écosystème solide pour accompagner la croissance des entreprises familiales. Intéressons-nous à présent à l'entrepreneuriat féminin. Clap de fin pour la 11e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin FEF ce samedi dernier au Palais de la Culture. Une édition spéciale dite 10+1 sous le signe de la puissance féminine. 2 jours d'inspiration, de partage et de valorisation des talents féminins achevés par la remise des FEF Awards, une distinction honorant 12 femmes d'exception et 2 organisations engagées. Le témoignage de Konena Norgo. Libre, puissante, conquérante. C'est sous cette triple bannière que plus de 1000 femmes ont pris part à la 11e édition du FEF. 2 jours de panel, d'exposition et de dialogue pour booster l'ambition féminine. Mais écoutez, vous avez déjà vu les témoignages, beaucoup de femmes qui se sont reconnues, beaucoup de femmes qui ont déclaré avoir créé leur entreprise grâce au FEF. Nous avons eu beaucoup de partage d'expérience avec une trentaine de conférencières. Les participants nombreux sont venus de plusieurs coins du pays et même d'autres pays. Le bilan est très positif et vraiment, on espère que la prochaine édition sera encore meilleure, mais on est très satisfaits. Point d'orgue du forum, la cérémonie des FEF Awards. 12 catégories pour honorer des championnes dans des domaines aussi variés que le sport, l'agriculture, la santé ou encore l'innovation. Ce que je vous demande, c'est de vous positionner pour accompagner la Côte d'Ivoire à être encore meilleure. Ça, c'est la première des choses. Je ne veux plus qu'on recule. Deuxième chose que j'ai l'habitude de dire, au complément, on parle d'amour, solidarité, audace. Sandrine le sait. On a commencé ensemble. Continuer à créer ce grand réseau-là. Ce peu représente, ce peu nous met vraiment en lumière pour le travail que nous faisons pour la communauté des personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes handicapées. Et nous travaillons dans la discrétion. Aujourd'hui, on nous a mis en lumière. C'est pour nous dire que dans la voie que nous sommes, nous devons continuer encore à aider les personnes handicapées. Après 11 éditions, le FEF s'impose comme une vitrine du potentiel féminin ivoirien. Une voix qui s'élève, une force qui s'affirme et des modèles qui inspirent. Cap désormais sur l'édition 2026 pour d'autres conquêtes au féminin. Un atelier sur le leadership féminin a réuni plusieurs femmes le vendredi dernier au plateau. Cette rencontre était autour du thème « Inspirer la prochaine génération de femmes leaders en Côte d'Ivoire ». L'atelier a enregistré la présence de l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, en présence de Sandrine Kwame. C'est en présence de l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire que ces jeunes femmes ont été enseignées sur le leadership à cet atelier autour du thème « Inspirer la prochaine génération de femmes leaders en Côte d'Ivoire ». Initiée par l'ONG Aviance EHS en collaboration avec Beehive Hub, cette rencontre fut l'occasion d'échanger et partager les expériences sur le leadership aux jeunes femmes. Le diplomate indien a encouragé les jeunes femmes à adopter une synergie pour atteindre les objectifs fixés. Le leadership n'est pas un voyage solitaire. Il s'agit de construire des ponts, pas des murs. Les programmes comme celui-ci prospèrent grâce à la solidarité. Il faut croire à vos potentialités et à vos rêves. Le monde a besoin de votre leadership plus que jamais. Selon les initiateurs, l'objectif de cet atelier sur le leadership féminin est de promouvoir les jeunes femmes à l'accès à une éducation de qualité, renforcer leur préparation au poste de direction et les outiller pour devenir des leaders dans les organisations et les communautés auxquelles elles appartiennent. Donc aujourd'hui, le but, c'est de parler de ces sous-thèmes économiques que nous avons, les challenges, et après parler sur le deuxième sous-thème qui est sur éduquer pour diriger.
et parler du sous-thème 3 qui est sur trouver des niches porteuses, parce que ce n'est pas seulement par l'éducation qu'on peut être leader. Crois que c'est possible, parce que c'est possible. Moi et Marie, on a fait ça parce qu'on a reçu une opportunité qui a changé tout et on a fait les chemins. Et on est ici pour dire c'est possible. Cet atelier sur le leadership féminin est salué par les jeunes universitaires participantes. L'atelier a vu la participation d'une 60aine de jeunes femmes venues de différentes universités et grandes écoles. C'est un pont tendu entre l'université et le monde professionnel. Le vendredi dernier, l'Institut universitaire d'Abidjan a initié la 4e édition de sa journée de l'emploi 2025, une édition qui a mobilisé une 50aine d'entreprises, plus de 1500 opportunités de stage avec à la clé une dizaine de conventions signées pour faciliter l'insertion professionnelle. Une manière pour l'UIA de préparer ses étudiants à intégrer le marché de l'emploi avec des compétences adaptées à des ambitions concrète. Konina Nourgo pour le commentaire. À l'Institut universitaire d'Abidjan, l'avenir professionnel des étudiants se prépare dès les bancs de l'école. Ce vendredi 16 mai 2025, l'établissement a organisé la 4e édition de sa journée de l'emploi, JEMP 2025. 5 ans, on est à plus de 1500 étudiants placés. On a signé 56 conventions. Aujourd'hui, là, on a signé 10. Donc ça nous fait 66 conventions de stage. Pourquoi aussi ces conventions? Ça peut permettre aux entreprises et à nous-mêmes d'être sûrs, d'avoir des créneaux sûrs. Quand vous prenez une entreprise industrielle, je ne vais pas citer le nom, mais qui prend 20, 30 en même temps. Donc si vous avez 200 étudiants, après, dans l'année, elle peut absorber les 200. Pour cette 4e édition de la JEMP, plus de 50 entreprises ont été mobilisées, 1500 opportunités de stage offertes et plus de 10 conventions signées, dont celle avec la Chambre des conseils juridiques de Côte d'Ivoire. Nous avons des services qui accompagnent les étudiants pour l'insertion professionnelle. Donc en plus des enseignements théoriques que les étudiants reçoivent, ils sont encadrés pour avoir de la pratique et s'insérer facilement dans le tissu économique. Cette initiative est vraiment à saluer. Elle traduit la volonté de l'établissement et des jeunes étudiants qui ont le souci déjà de leur insertion professionnelle. Et l'Agence Emploi Jeunes, à travers ces différents dispositifs, apporte des solutions. Des panels, des conférences dont l'une axée sur les compétences recherchées par les recruteurs en 2025 ont rythmé la journée. Un vrai régal pour les étudiants comme les entreprises. Nous avons signé même un partenariat donc avec l'UIA. Alors vous avez des étudiants donc de l'UIA qui travaillent déjà donc chez nous, qui sont déjà en stage. Et nous estimons quand même que c'est une très bonne chose. On a imprimé les CV, nous sommes là, il y a plusieurs stands et tout, donc on essaye de visiter les stands et puis voilà. Je suis venue ici dans le but de savoir vraiment ce qui me correspond en fonction des entreprises et des filières qui seront proposées. Et pour l'instant, ça va. Avec une telle dynamique, l'Institut universitaire d'Abidjan confirme sa position comme une institution de référence tournée vers l'excellence académique et l'insertion professionnelle réussie. Et parlons environnement. Les 12 et 13 juin à Abidjan, il se tiendra une conférence internationale sur le thème climat et innovation. L'annonce a été faite ce jeudi au cours d'une conférence de presse par l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, Matthias Velten, et le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Assaoré Kononjak. Cette conférence s'inscrit dans le but d'explorer des innovations capables de transformer durablement les modèles économiques et écologiques. Sandrine Kwame. Rassembler des décideurs politiques, chercheurs, entrepreneurs et acteurs de la société civile pour partager des solutions innovantes face aux défis climatiques. Tel est l'objectif de la conférence Climat et Innovation. Du 12 au 13 juin 2025 à Abidjan, les membres de la société civile sont particulièrement invités à venir participer au débat sur les solutions innovatrices pour la biodiversité, l'énergie et la gestion des forêts. Il sera présenté à ce rendez-vous des nouvelles approches, projets et individus qui apportent des solutions et présentent des opportunités pour la décarbonisation. La conférence abordera 3 grands sous-thèmes, comme ça a été développé tout à l'heure.
la gestion forestière et le reboisement, la préservation de la biodiversité et la transition énergétique. Au-delà de la réflexion, il s'agira surtout de faire émerger des solutions tangibles, de valoriser le savoir-faire africain et internationaux et de créer des passerelles entre la science, la politique et l'économie. L'ambassadeur a rappelé l'importance de l'innovation en matière de transformation énergétique et d'efficacité énergétique en citant des exemples concrets d'utilisation de drones et de techniques de production de biocarbone. Je suis très optimiste pour un grand succès de cet événement et aussi que, dernier mot, ce n'est pas seulement nous, pour nous deux, que nous faisons cette conférence, mais ça cet aspect international, régional, bien sûr, et on va voir que on peut déjà apprendre beaucoup mutuellement. 48 entreprises seront à l'honneur à ce salon du climat et de l'innovation. 250 participants sont attendus, dont 50 experts internationaux. L'actualité, c'est aussi la santé. Le ministère en charge de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a organisé à travers le programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de prévention des maladies non transmissibles la célébration de la journée mondiale de l'hypertension artérielle 2025 au village d'Anono. Cette activité tenue le samedi 17 mai a eu pour thème « Connaissez vos chiffres ». L'objectif était de contribuer à la lutte contre l'hypertension artérielle et ses complications. Le témoignage de Michel Brou. Connaissez vos chiffres, c'est le thème qui a marqué la célébration de la journée mondiale de l'hypertension artérielle 2025 au terrain du village d'Anono. Au programme séance de fitness, prise de pression artérielle et dépistage gratuit du diabète. Une occasion offerte aux initiateurs d'éveiller les consciences sur l'importance de la prévention contre cette pathologie. Présent à cette activité, le ministère de la Santé et les acteurs clés du secteur sanitaire ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les efforts pour améliorer la santé publique et à renforcer les initiatives de sensibilisation autour de l'hypertension artérielle. Il faut faire en sorte que la population connaisse ces chiffres d'hypertension, qu'elle aille à l'hôpital, qu'elle aille au centre de santé le plus proche pour contrôler sa tension, pour ne pas attendre que la maladie s'installe avec ses complications. Il faut faire de la prévention. En changeant de mode de vie, notamment j'insiste là-dessus, l'alimentation et la lutte contre la sédentarité, il faut faire de l'activité physique simple, marcher simplement, soulever du poids, n'est-ce pas, danser. Dans nos doléances, nous demandons au ministère de la Santé d'intervenir dans la subvention des médicaments contre l'hypertension artérielle pour que ce soit accessible. Beaucoup de personnes aimeraient prendre les médicaments, mais dans notre pratique au quotidien, ce que nous observons, c'est que les personnes arrêtent les médicaments faute de moyens. Tous les ans, la Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays dans le monde, commémore, elle aussi, la journée mondiale de l'hypertension artérielle le 17 mai et se mobilise à travers le programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de prévention des maladies non transmissibles et les associations de lutte contre l'hypertension artérielle. Je vous l'annonçais, la crise institutionnelle que traverse la MATCA, mutuelle d'assurance des taxis compteurs d'Abidjan, continue et semble prendre des proportions inquiétantes. Ce lundi matin, il y a eu des échauffourées entre les syndiqués et des hommes en armes au siège de la MATCA au plateau. Des tirs à balles réelles ont eu lieu, faisant des blessés. Que s'est-il réellement passé? La réponse avec un témoin sur place. Il y a un conseil d'administration, il y a un conseil qui siège pour quand il y a un problème, et puis il y a un DG. Alors, il faut siéger, l'administration doit venir siéger, les administrateurs doivent se mettre ensemble à les déléguer de ces taxis-là, de ces communes, pour élire quelqu'un. Mais, j'entre. Ce matin, ils se portent pour aller siéger, évidemment.
voir si c'est possible, car depuis 3 semaines, ils constatent, d'après eux-mêmes, que les assurances qui sont vendues par la nouvelle administration intérimaire, qui n'est pas connue par eux, et il fait cet argent comme il veut. Il l'utilise comme il veut. Or, vous savez que c'est de l'argent des sinistres. Quand un taxi a un accident, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec une structure bien ordonnée, comme la MATCA, qu'est-ce qui peut arriver? Depuis des années, nous n'en parlons même pas. Il y a plusieurs personnes à Abidjan qui ne savent même pas que ça existe, cette affaire. Tellement que c'est bien géré. Mais bon, la vie a ses conditions et ses règles. Des fois, l'injustice prend le pas. À Koumassi, j'ai été voir dans une clinique de Koumassi, il y a 5 personnes. Mais si il y a des photos, si vous envoie, ce n'est pas possible. Hein. La balle réelle a traversé juste, bon, le mot, excusez-moi pour le mot, les testicules du monsieur, traversé comme ça, la balle. J'étais dans une clinique à Bobo, voir encore un autre. L'autre là, ça n'a jamais broyé. Ce n'est pas au sein du plateau qu'on allait faire la guerre pour des choses qui ne concernent ni les militaires, ni ceux-mêmes qui font le palabre. Je pense que si le gouvernement entend ce qu'il dit ce soir, nous les demandons de tout faire. Vraiment, c'est la doléance la plus demandée dans le milieu du transport. Faites respecter les tests de la MATCA. Ah, ça plat! Ça plat! Ah, ça plat! Ça plat! Allez, venez ici! Autre information, l'ONG Aide et Soutien aux femmes et enfants vulnérables et la Fondation Serge Gbota ont organisé le vendredi dernier la 4e édition du Festival des handicapés dans le village de Data, dans la localité de Divo. Ce rendez-vous a été l'occasion pour les personnes en situation de handicap de démontrer leur talent dans les domaines de l'artisanat, du sport, de la musique et de promouvoir leur inclusion et leur autonomisation. Le reportage de Jonas Zagogi, commenté par Michel Brou. Le centre des métiers artisanaux, à 9 km de la ville de Divo, a vécu au rythme du festival Handimam de Data. L'importance de cet événement a rassemblé des associations, les autorités de la commune et des chefs d'entreprise. Le thème retenu à cette édition était « Vision nouvelle dans les domaines culturels, sociaux et sportifs pour l'autonomisation des personnes vivant avec un handicap ». Au cours de ce programme, des artistes et artisans ont exprimé sans complexe leur talent et leur génie. L'engouement à ce festival a suscité un vif intérêt des participants venus communier à cette occasion. Le handimam nous permet de nous exprimer sur tout ce que nous faisons dans la vie courante. Vous voyez, aujourd'hui, à handimam, on a découvert un talent fou, un monsieur qui dessine avec la bouche. Il n'a pas de main, il dessine avec la bouche, c'est quelque chose de fort. Et maman Mylène Doucouré a eu cette idée géniale-là de faire ce festival. Et nous l'accompagnons. Pour ceux qui me connaissent un peu, je bégaye. Donc, c'est considéré comme une station d'handicap. J'aimerais avant tout aussi présenter à l'ensemble des invités, ainsi qu'à la promotrice, les sincères excuses de monsieur le préfet du département de la Kota. Il aurait aimé être des vôtres, comme il a été lors de la 3e édition, sauf que pour des contraintes calendaires, il a dû envoyer l'un de ses collaborateurs parmi vous. Mes propos ce matin sont d'abord avant tout dédiés un infini merci à madame la promotrice. Pour moi, la 4e édition a été un succès. Nous avons eu des activités comme le CC Foot, un match de foot qui est joué par des personnes non-voyantes, le match de basketball en fauteuil roulant, et le parrain de ce pan qui est le sport a été M. Jérémy Boga, notre international éléphant, à qui on dit merci. Concert d'artistes, chanteurs et musiciens handicapés, des compétitions de cécifoot et des expositions de produits divers fabriqués par les handicapés ont marqué ce festival créé en 2021. Les festivaliers sont repartis avec de beaux souvenirs
de cette ambiance solidaire. Direction à Boisseau avant de clore cette édition où la question foncière était au cœur des préoccupations cette semaine. La caravane de l'ADU, l'attestation de droit d'usage coutumier, a fait escale dans la ville pour sensibiliser les populations sur les réformes en cours dans le domaine de la gestion foncière. Réunion d'information, panel d'experts, guichets mobiles et présence ministérielle ont rythmé ces journées marquées par une forte mobilisation citoyenne. Retrouvons notre reporter sur place pour plus de précisions. À Boisseau, c'est à bord de ce véhicule aux couleurs de la caravane de l'ADU, attestation de droit d'usage coutumier, que les agents du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme sillonnent les quartiers. Objectif, sensibiliser les populations sur les nouvelles règles de gestion foncière et surtout sur l'ADU. La caravane a aussi marqué un temps fort avec un panel d'experts dans la salle des fêtes de la mairie. Un échange pour comprendre les réformes autour du domaine urbain, des nouvelles règles de lotissement, de l'ACD, mais aussi des logements sociaux et de la copropriété. Il s'agissait pour nous, à l'occasion de cette caravane, de nous ouvrir aux populations, de leur porter la bonne information sur l'ensemble de nos actions, de nos procédures, mais surtout de nos réformes, et également de recueillir leurs préoccupations. La caravane est très bienvenue. On a apprécié, puisqu'il fallait des informations. Et ces informations, on les a reçues parce qu'il y a toujours des réformes. En tout cas, ça m'a vraiment plu. Ça fait au moins 3 jours qu'on m'a appelé pour dire que le ministère de la Construction serait à Boisseau. Ça m'a permis vraiment, j'étais vraiment contente, ça m'a permis aussi de leur poser ces questions, des préoccupations que j'avais si longtemps que je ne trouvais pas de solution. Outre la salle des fêtes, plusieurs guichets ont accueilli les populations à la place Alexis Tchélenga. Moment fort de ces journées, l'intervention du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. À travers son message, il a rappelé les enjeux des réformes en cours et la volonté du gouvernement de rapprocher l'administration des citoyens. Face à la forte dynamique urbaine que connaît la région du Sud Comoé et notre pays de façon générale, il est devenu indispensable de mieux organiser l'occupation de l'espace urbain et de sécuriser durablement les droits fonciers des populations. La 4e édition de la caravane de l'ADU a ainsi permis à Boisseau de se projeter vers une gestion foncière plus transparente et plus équitable. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa, la chaîne au cœur de l'économie d'ici et d'ailleurs.